Chapitre 1. Les fondations. Dean Harrington avait bâti sa vie sur 3 principes, loyauté, protection et précision. À 38 ans, il affichait la confiance tranquille d'un homme ayant combattu sur 2 théâtres d'opération et survécu grâce à sa plus grande intelligence, sa rapidité et sa détermination impitoyable. Ses mains balafrées avaient réussi à désamorcer des engins explosifs improvisés en Afghanistan et travaillait désormais comme consultant en démolition pour des entreprises de construction du Nevada. Mais ces mêmes mains avaient autrefois été capables de détruire bien plus que des bâtiments. La maison de Henderson était la forteresse de Dean, une modeste maison à 2 étages dotée d'une sécurité renforcée, ce que la plupart des visiteurs prenaient pour de la simple paranoïa. En réalité, chaque caméra, chaque détecteur de mouvement, chaque système de verrouillage redondant avait été installé par un homme qui comprenait que les menaces pouvaient surgir de partout et à tout moment. Sa femme, Cassandra Morale, lui avait semblé la partenaire idéale lors de leur rencontre 5 ans plus tôt. Belle, charmante, issue d'une famille locale influente, propriétaire de plusieurs restaurants prospères à Las Vegas. Son père, Raon Marcado, était un homme d'affaires respecté qui avait bâti son empire à partir de rien. Sa mère, Béatrice Moyer, issue de la riche famille de Las Vegas, avait apporté des relations sociales qui avaient ouvert les portes à l'expansion de l'entreprise de Ramon. Le fils de Dean, né de son premier mariage, Nicholas Cooper Harrington, âgé de 12 ans, était la lumière de sa vie depuis la mort de son ex-femme dans un accident de voiture 4 ans plus tôt. Intelligent, curieux, il avait hérité des aptitudes mécaniques de Dean et de la douceur de sa défunte mère. En épousant Cassandra, Dean pensait offrir à Nicholas l'environnement familial stable que tout enfant méritait. Cette conviction était sur le point d'être brisée de la manière la plus dévastatrice qui soit. Le premier signe avant-coureur est survenu lors d'un dîner de famille à la Marcato House, 3 mois plus tôt. Nicholas avait accidentellement renversé un verre de vin en cherchant du pain, et la réaction de Cassandra avait été rapide et disproportionnée. Elle saisit le poignet du garçon assez fort pour le faire quitter Mark X, sifflant qu'il devait apprendre quelques bonnes manières avant d'embarrasser à nouveau la famille. Dean était intervenu immédiatement. Mais ce qui le dérangeait plus que la réaction excessive de Cassandra, c'étaient les hochements de tête approbateurs de ses parents. Raon avait marmonné quelque chose à propos de la discipline dès le plus jeune âge. Béatrice, quant à elle, avait suggéré que certains enfants avaient besoin d'être plus sévèrement encadrés. Le deuxième incident eut lieu un mois plus tard, lorsque Nicholas ramena AB+ à la maison pour un contrôle de mathématiques au lieu de son habituel. Cassandra lui avait confisqué sa Nintendo Switch pendant 2 semaines et l'avait obligé à écrire « Je ne décevrai pas ma famille 500 fois ». Lorsque Dean avait remis en question la sévérité de la punition, Cassandra l'avait accusé de saper son autorité et avait menacé de reconsidérer la pertinence de cet arrangement familial. Mais ce fut le 3e incident, celui dont Dean n'avait pas été témoin direct, qui allait tout changer. Nicholas était resté chez la famille Marcato pour le week-end, tandis que Dean assistait à une conférence à Denver. D'après les explications discrètes du garçon après le retour de Dean, on lui avait donné $5 pour acheter des glaces dans un camion du quartier. L'argent était tombé de sa poche pendant le trajet du retour. Ce qui s'était passé ensuite allait alimenter les cauchemars de Dean et justifier toutes les brutalités qui allaient suivre. Cassandra était entrée dans une rage folle, hurlant que Nicholas était négligent et bon à rien, tout comme sa mère décédée. Quand le garçon s'était mis à pleurer, elle avait attrapé son parfum hors de prix. Chanel numéro 5. Le flacon que Dean lui avait offert pour leur anniversaire de mariage et l'avait vaporisé directement dans les yeux de Nicholas, coincé dans un coin de la cuisine. La brûlure chimique avait été immédiate et atroce. Nicholas avait hurlé, se griffant le visage, tandis que Cassandra, debout au-dessus de lui, continuait de vaporiser le parfum. Sa mère, Béatrice, l'avait observé depuis l'embrasure de la porte et avait ri. S'il est aveugle maintenant, peut-être qu'il ne verra pas. C'est un fardeau, lui aussi. Ramon était sorti de son bureau pour voir ce qui se passait. En voyant Nicholas se tordre de douleur par terre, les mains sur ses yeux brûlants, il rit doucement et dit, au moins, il sent meilleur maintenant. Aucun d'eux n'avait pris la peine de rincer les yeux du garçon à l'eau. Il l'avait laissé par terre dans la cuisine, sanglotant et partiellement aveuglé, tandis qu'ils retournaient à leur routine du soir comme si de rien n'était. Nicholas avait fini par tituber jusqu'à la salle de bain et avait essayé de se rincer les yeux lui-même, mais le mal était fait. Lorsque Dean était venu le chercher dimanche soir, les yeux du garçon étaient encore rouges et gonflés, son visage marqué de brûlures chimiques qui laisseraient des cicatrices permanentes. « Qu'est-il arrivé à ton visage, fiston ?» avait demandé Dean, d'une voix contenue malgré la rage qui montait dans sa poitrine.
Nicolas avait détourné le regard, visiblement terrifié. Je suis tombé dans les escaliers. Ce n'est rien, papa. C'était juste maladroit. Mais Dean Harrington n'avait pas survécu à 3 déploiements militaires en acceptant des mensonges évidents. Cette nuit-là, après que Nicolas se soit endormi, Dean avait visionné les images de sécurité des caméras qu'il avait secrètement installées dans toute la maison Marcato lors d'une précédente visite. Des caméras si petites et sophistiquées que la famille ne les avait jamais remarquées. Ce qu'il voyait sur ces enregistrements transformait Dean, d'un mari épérément, en quelqu'un de bien plus dangereux. Les 15 minutes d'images montrant la torture de son fils resteraient gravées à jamais dans sa mémoire. Mais surtout, elles serviraient de preuve de la destruction systématique qu'il s'apprêtait à déclencher. Alors que Dean était assis dans son bureau, regardant Cassandra dormir paisiblement dans leur lit à travers l'écran, il commença à dresser une liste. Pas une liste de courses ni une liste de mégots, mais un catalogue de toutes les personnes ayant participé ou permis les abus de Nicolas. Toutes celles qui paieraient pour leur cruauté avec des intérêts composés quotidiennement jusqu'à ce que la dette soit entièrement réglée. Cassandra Morale Harrington, épouse, agresseur, cible principale. Béatrice Moyer, belle-mère, complice, témoin de torture. Raon Marcato, beau-père, complice, témoin de. Pourrait se produire, et ses préparatifs sont allés bien au-delà des procédures judiciaires. Ce soir-là, Dean a rencontré un groupe d'hommes qui ont partagé ses antécédents dans des opérations spéciales militaires. Ils étaient désormais des entrepreneurs de sécurité privée, mais ils se souvenaient de leur serment de protéger les innocents et avaient porté leur service pour une affectation unique à long terme. Cassandra Morale sera finalement libérée, a déclaré Dean au groupe. Lorsque cela se produit, elle tentera de localiser et de nuire à mon fils. Je dois m'assurer qu'elle est sous surveillance constante à partir du moment où elle quitte la prison jusqu'à ce qu'elle viole ses conditions de libération conditionnelle ou commet un crime qui la remet en permanence à l'intérieur. Les entrepreneurs ont hoché la tête. Ils avaient tous vu ce que les criminels comme Cassandra étaient capables, et ils partageaient la philosophie de Dean selon laquelle certaines menaces nécessitaient une surveillance permanente. Et les autres ? Demanda Dal Santana, un ancien tireur d'élite marin spécialisé dans la surveillance à long terme. Raon et Béatrice serviront au moins 20 ans, a répondu Dean. Lewis pourrait en sortir un 8 avec un bon comportement. Tous nécessiteront une surveillance, mais Cassandra est la principale menace. Le réseau de surveillance que Dean a créé était complet et invisible. Lorsque ses ennemis ont finalement été libérés, ils se retrouvaient à vivre dans un monde où chaque mouvement a été regardé, chaque communication surveillée et chaque tentative de blesser des innocents a immédiatement contrée. C'était une forme de justice que le système juridique ne pouvait pas fournir, permanente, personnelle et parfaitement adaptée à la menace spécifique que chaque criminel représente. La vengeance de Dean était presque terminée. Mais il a compris que la vraie justice exigeait une vigilance aussi longtemps que ses ennemis respirent. Ils avaient choisi de faire la guerre contre sa famille, et Dean s'assurerait que la guerre se poursuivait jusqu'à ce que chaque menace soit permanente. Certaines personnes méritaient les deuxièmes chances. D'autres méritaient une surveillance constante pour s'assurer qu'ils n'ont plus jamais eu l'occasion de blesser personne. Chapitre 9. La montre éternelle. 5 ans plus tard, Dean Harrington se tenait dans l'arrière-cour de sa nouvelle maison, regardant Nicolas diplômé de 18 ans du lycée en tant que valedictorien. Les cicatrices sur le visage du jeune homme s'étaient estompées à des lignes blanches minces, à peine visibles à moins que quelqu'un ne regarde de près. Plus important encore, les cicatrices psychologiques avaient guéri à des années de thérapie, d'amour et de sécurité absolue qui venaient de savoir que son père ne laisserait jamais le blesser. Nicolas était devenu un jeune homme remarquable, intelligent, compatissant et possédait une force intérieure qui a impressionné tous ceux qui l'ont rencontré. Il prévoyait d'étudier l'ingénierie au MIT à l'automne, suivant les traces techniques de son père tout en forgeant son propre chemin vers l'avant. « Papa », a déclaré Nicolas en nettoyant après la partie de la remise des diplômes, « j'ai reçu une lettre du Conseil des libérations conditionnelles hier. Ils veulent que je fournisse une déclaration d'impact sur la victime pour la prochaine audience de Cassandra. » Dean hocha la tête. Il avait reçu la même notification et avait déjà commencé à préparer sa réponse. « Que voulez-vous leur dire ?» Nicolas a soigneusement examiné la question, affichant la nature réfléchie qui lui avait bien servi tout au long de son rétablissement. « Je veux leur dire que je n'ai plus peur d'elle. Que j'ai construit une bonne vie malgré ce qu'elle m'a fait. Mais je veux aussi qu'ils sachent qu'elle est toujours dangereuse pour les autres enfants. C'est exactement ce que vous devriez leur dire. » Dean a accepté. Ce qu'aucun d'eux n'a mentionné,
mais tous les deux comprenaient, c'est que le statut de libération conditionnelle de Cassandra n'était pas pertinent pour leur sécurité réelle. Dean Surveillance Network avait évolué plus de 5 ans en quelque chose qui aurait impressionné les agences de renseignement. Chaque membre du complot d'origine est resté en constante observation. Leurs communications ont surveillé, leurs mouvements suivis, leurs associés ont enquêté. Ramon Marcato était décédé en prison l'année précédente, tué par des compagnons de détenus qui s'étaient enfin fatigués de son arrogance et de son droit. Dean avait reçu une notification du décès avec une satisfaction au froid. Une menace éliminée en permanence. Béatrice Moyer est restée en prison, sa santé diminuant rapidement alors que le stress de l'incarcération et de la honte sociale a fait des ravages. Sa date de sortie prévue était encore dans 15 ans, en supposant qu'elle a survécu aussi longtemps. Lewis Pratt avait été libéré en libération conditionnelle il y a 8 mois, mais la surveillance de Dean avait immédiatement détecté son retour au jeu et aux activités criminelles. Des conseils anonymes à son agent de libération conditionnelle avaient entraîné le retour de Lewis en prison en quelques semaines. Sa libération conditionnelle s'est révoquée et sa peine s'est étendue. Cassandra est restée la principale menace, bien que son profil psychologique ait suggéré que des années d'emprisonnement aient brisé son esprit plus complètement que Dean ne l'espérait à l'origine. Sa surveillance enregistrée de ses appels téléphoniques a révélé une femme consommée avec amertume et rage, mais manquant d'énergie ou de ressources pour agir sur ses fantasmes violents. Pourtant, Dean a maintenu sa vigilance. Certaines menaces ont diminué avec le temps, mais d'autres attendaient simplement la bonne occasion de refaire surface. Ce soir-là, Dean a reçu une communication cryptée de Dal Santana, qui est actuellement stationné près de l'établissement correctionnel des femmes où Cassandra purgeait sa peine. Target a tenté d'établir un contact avec des membres de gangs connus. Le message disait, les communications interceptées suggèrent qu'elle essaie d'organiser une assistance post-libération pour localiser votre fils. Recommandez une intervention immédiate. Dean sourit cynisme. Même après 5 ans, Cassandra comptait toujours la vengeance contre Nicholas. Son incapacité à accepter la responsabilité de ses crimes et à aller de l'avant avec sa vie avait fait de ses ennemis prévisibles et prévisibles étaient des ennemis vulnérables. En quelques heures, les autorités pénitentiaires ont reçu des conseils anonymes sur les communications des gangs de Cassandra, étayées par des preuves enregistrées que l'équipe de surveillance Dean avait rassemblées. Son admissibilité à la libération conditionnelle a été révoquée. Des accusations supplémentaires ont été déposées et sa peine a été prolongée de 10 ans supplémentaires. Le réseau de communication qu'elle avait tenté d'établir a été systématiquement démantelé avec plusieurs membres de gangs confrontés à leurs propres accusations criminelles pour complot et racket. Cassandra s'est retrouvée à l'isolement. Ses liens restants avec le monde extérieur se sont complètement rompus. Problème résolu. Dean a signalé à Nicholas pendant le dîner. Cassandra ne sera plus éligible à la libération conditionnelle avant l'âge de 65 ans, et son dossier de santé suggère qu'elle ne survivra pas assez longtemps en prison. Nicholas hocha la tête pensivement. Pensez-vous qu'elle comprendra jamais ce qu'elle a fait de mal? Dean a sérieusement examiné la question. Au cours de 5 ans de surveillance, il avait vu l'état mental de Cassandra se détériorer régulièrement. Elle est restée consommée par l'apitoiement sur soi et la rage, incapable de traiter la réalité que ses crimes ont eu des conséquences ou que ses victimes méritent la justice. Certaines personnes sont incapables de véritables remords, a répondu Dean. Ils peuvent apprendre à craindre les conséquences, mais ils ne peuvent pas apprendre à ressentir de l'empathie pour leurs victimes. Cassandra est l'une de ces personnes. Ensuite, la surveillance se poursuivra pour toujours jusqu'à ce que la menace soit éliminée en permanence. Oui, Nicholas a accepté cette réalité avec le même courage tranquille qu'il avait montré tout au long de son épreuve. Il a compris que certaines formes de mal nécessitaient une vigilance éternelle et que la protection de son père est venue avec le prix de la conscience constante. Alors que Nicholas se préparait à partir pour l'université, Dean a réfléchi à l'exhaustivité de sa victoire. Le complot qui avait torturé son fils a été détruit, ses membres morts, emprisonnés ou cassés au-delà de la réparation. Le réseau criminel qui avait permis leur crime a été démantelé. Le système juridique avait rendu la justice officielle. Bien que la campagne personnelle de Dean ait assuré sa satisfaction personnelle, surtout, Nicholas n'avait pas seulement survécu à son traumatisme. Il avait prospéré malgré cela, devenant un jeune homme de caractère et de réussite remarquable. Les agresseurs qui avaient essayé de le briser ne l'avaient fait que plus fort. Le téléphone de Dean a bourdonné d'un autre message crypté. Celui-ci d'un contact au MIT. Arrangement de sécurité confirmé.
Target sera sous surveillance discrète tout au long de ses années universitaires. Toute tentative de contact ou de harcèlement sera immédiatement contrée. Le réseau de protection suivrait Nicholas à l'université et au-delà, garantissant qu'il pourrait vivre librement tout en restant à l'abri des menaces résiduelles. La vengeance de Dean était devenue quelque chose de plus sophistiqué que la simple punition. Il était devenu un système complet pour protéger les innocents tout en surveillant les coupables. Cette nuit-là, alors que Dean a examiné les derniers rapports de surveillance de son centre de commandement du sous-sol, il ressentait la profonde satisfaction qui provient d'une mission accomplie. Ses ennemis ont été vaincus, son fils était en sécurité et la justice avait été rendue avec précision mathématique. Certains pères ont enseigné à leurs enfants le pardon et les deuxièmes chances. Dean avait enseigné à Nicholas la loyauté, la protection et la réalité que certaines personnes choisissent d'être maléfiques et devaient être traitées en conséquence. C'était une leçon dure, mais ce fut honnête. Dans un monde où les prédateurs ont ciblé les innocents, la survie nécessite parfois de devenir vous-même un prédateur, un dédié à chasser ceux qui chassaient les autres. Dean Harrington n'avait jamais oublié un tort, n'a jamais pardonné à ceux qui ont blessé sa famille et n'ont jamais cessé de protéger ceux qui comptaient le plus. La guerre qui a commencé par du parfum pulvérisé dans les yeux d'un enfant s'était terminée par la destruction complète de tous ceux qui avaient participé à cette cruauté. La montre continuerait pour toujours, garantissant que Nicholas pourrait construire sa vie en sécurité pendant que ses ennemis purgent leur peine de peur. C'était la justice parfaitement équilibrée et éternellement entretenue. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Torture. Mais l'enquête de Dean ne faisait que commencer. La semaine suivante, grâce à ses compétences acquises dans le renseignement militaire, il découvrit qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Les images de vidéosurveillance révélèrent un schéma de violence psychologique et physique s'étalant sur des mois. Soigneusement dissimulé à Dean, mais observé et encouragé par les parents de Cassandra. Plus troublante encore fut la découverte que Cassandra entretenait une liaison avec un autre homme, Lewis Pratt, un gérant de casino local qui se rendait régulièrement chez les Marcato lorsque Dean était en déplacement professionnel. L'enregistrement montrait Lewis non seulement témoin des violences infligées à Nicholas, mais y participant activement, forçant même le garçon à rester debout dans un coin pendant 4 heures parce qu'il avait fait trop de bruit en jouant dans le jardin. La liste de Dean s'allongea, ses plans se précisèrent, son engagement pour la justice se fit plus absolu. Il avait appris en Afghanistan que certains ennemis étaient inconciliables, incorrigibles et invincibles. Être autorisé à continuer d'exister dans le même monde que des innocents. La guerre était sur le point de s'abattre, et Dean Harrington n'avait jamais perdu une guerre. Chapitre 2, la découverte. L'enquête de Dean sur la trahison de sa famille prit la précision méthodique d'une opération militaire. Chaque jour, tout en conservant l'apparence d'un mari aimant, il rassemblait des preuves, documentait des crimes et établissait les profils psychologiques de ses cibles. Son bureau à domicile devint un centre de commandement rempli de photographies imprimées, de dossiers financiers et de chronologies détaillées qui auraient impressionné son ancienne unité de renseignement militaire. Plus il creusait, plus la vérité devenait horrible. Les images de sécurité révélèrent que les abus de Cassandra envers Nicholas ne se limitaient pas à la violence physique. Elle avait systématiquement détruit l'estime de soi du garçon par une guerre psychologique qui aurait impressionné des interrogateurs professionnels. Elle avait jeté les devoirs de Nicholas, puis lui avait crié dessus parce qu'il était trop stupide pour se souvenir des devoirs. Elle avait déplacé ses affaires dans la maison, puis l'avait puni pour avoir perdu des choses et avoir été irresponsable. Plus cruelle encore, elle avait été interceptant des cartes et des lettres des grands-parents maternels de Nicholas, il s'assurait que le garçon croyait que la famille de sa défunte mère l'avait complètement oublié. L'incident du parfum avait été l'aboutissement de mois de torture calculée visant à briser complètement l'esprit d'un enfant de 12 ans. Mais Cassandra n'agissait pas seule. L'enregistrement montrait Lewis Pratt comme un participant actif aux abus, suggérant souvent de nouvelles façons d'endurcir Nicholas. Lors d'une séance particulièrement troublante, Lewis avait forcé le garçon à se tenir sur un pied pendant 2 heures en tenant de lourds livres, prétendant que cela lui apprendrait l'équilibre et la discipline. « Ce gamin est trop mou », avait dit Lewis à Cassandra lors d'une de leurs réunions secrètes. Ses pères l'ont affaibli. Nous devons le briser complètement avant de pouvoir le reconstruire pour en faire quelqu'un d'utile. Cassandra avait ri en passant ses doigts dans les cheveux de Louis. Ne t'inquiète pas, ma puce. Une fois Dean hors de vue, nous aurons tout le temps nécessaire pour bien élever le garçon. Ou alors, nous pourrions simplement l'envoyer à l'école militaire et en finir. Dean avait suivi cette conversation depuis son bureau, les mains si serrées sur sa tasse à café que la céramique s'était fissurée.
leur désinvolture quant à la destruction de la vie de son fils, leur absence totale d'empathie ou de remords, la certitude qu'il finirait par éliminer Dean lui-même, tout cela confirmait ses conclusions. Il ne s'agissait pas de personnes faciles à raisonner ou à réformer. C'étaient des prédateurs qui considéraient la proie de Nicolas en Dean comme un obstacle à éliminer. L'enquête révéla également la véritable nature de la dynamique familiale Marcado. Ramon et Béatrice ne se contentaient pas de permettre les abus de Cassandra, ils les orchestraient. Les documents financiers montraient qu'ils avaient systématiquement vidé les comptes de Dean grâce à l'accès de Cassandra, transférant de l'argent vers des comptes offshore destinés à financer leur retraite au Costa Rica. Plus accablant encore fut la découverte qu'ils avaient souscrit une importante police d'assurance vie sur Dean à son insu, imitant sa signature sur des documents désignant Cassandra comme seule bénéficiaire. La police d'assurance avait été souscrite 3 mois auparavant, juste au moment où les abus de Nicolas s'étaient intensifiés. Dean recoupa cette assurance avec d'autres preuves et découvrit un schéma qui le glaça. La famille Marcato avait déjà eu recours à ce genre de comportement. Le premier mari de Béatrice était décédé dans un tragique accident 15 ans plus tôt, la laissant riche veuve. L'associé de Ramon était mort lors d'un cambriolage qui avait mal tourné 7 ans auparavant. Comme par hasard, juste avant une expansion majeure qui aurait dilué la participation de Ramon. L'agression au parfum contre Nicolas n'était pas un cas isolé. C'était une épreuve. Il se préparait à la violence, préparant quelque chose de bien pire. La police d'assurance vie suggérait que Dean lui-même était la cible ultime, Nicolas étant soit abandonné, soit transformé en un instrument obéissant et brisé. Mais ils avaient commis une erreur fatale. Ils avaient sous-estimé la véritable identité de Dean Harrington sous les apparences d'une vie de famille de banlieue. Ce soir-là, Dean assista à un dîner de famille à la maison Marcato, jouant parfaitement son rôle tout en étudiant ses ennemis avec une précision glaciale. Nicolas était assis tranquillement à côté de lui, portant toujours des lunettes de soleil pour dissimuler les dommages durables causés à ses yeux par l'attaque au parfum. Le garçon était devenu renfermé et craintif, sursautant au moindre bruit et tressaillant à chaque fois que Cassandra s'approchait. Nicolas a l'air beaucoup mieux, commenta Béatrice avec une fausse inquiétude. Les enfants guérissent si vite de leurs petits accidents. Dean sourit agréablement. Oui, ils sont remarquablement résistants, même si je les fais examiner par un spécialiste, par précaution. Le docteur Nathaniel Miller de la clinique ophtalmologique du centre-ville. Il était très intéressé par la nature, inhabituelle des brûlures chimiques. Le silence régna un instant dans la salle. Raon s'éclaircit la gorge. Brûlure chimique ? Je croyais que vous aviez dit qu'il était tombé. C'est ce que Nicolas m'a dit au départ, répondit Dean, sa voix toujours agréable, mais avec des nuances qui firent bouger. Inconsciemment tout le monde, sauf Nicolas. Mais le docteur Miller expliqua que la forme de la blessure correspondait à un contact direct avec un parfum en aérosol. Des dégâts très précis, apparemment. Difficile à confondre avec autre chose. La fourchette de Cassandra claqua contre son assiette. Insinuais-tu quelque chose, Dean ? Son sourire s'élargit, l'espace d'un instant, le masque glissa suffisamment pour révéler quelque chose de prédateur. Je n'insinue rien, ma chérie. Je partage simplement ce que le médecin m'a dit. Le docteur Miller était tellement intrigué qu'il a tout documenté minutieusement pour ses dossiers de recherche. Tu comprends ? Lewis Pratt, invité à dîner en tant qu'ami de la famille, prit la parole de l'autre côté de la table. Peut-être que l'enfant avait lui-même mis le parfum de Cassandra. Les enfants font des bêtises sans surveillance. Dean tourna son attention vers Lewis et le directeur du casino regretta aussitôt d'avoir parlé. C'est une théorie intéressante, Lewis. Mais je ne vois pas pourquoi Nicolas se vaporiserait du parfum coûteux directement dans les yeux. Connais-tu une raison pour laquelle un enfant se ferait ça ? La question flottait dans l'air comme une arme chargée. Tous les convives comprirent qu'ils ne passaient plus un agréable dîner en famille. Ils étaient interrogés par quelqu'un qui avait déjà trouvé toutes les réponses. On se fait parfois du mal en réclamant de l'attention, suggéra faiblement Béatrice. Dé hocha la tête pensivement. Une autre théorie intéressante, même si elle suggérait que Nicolas se sentait négligé ou maltraité. Quelqu'un a-t-il remarqué des signes indiquant qu'il serait malheureux sous notre garde ? Nicolas resta silencieux, mais Dean vit les mains du garçon trembler légèrement. Le courage qu'il avait dû falloir pour endurer des mois de torture sans craquer emplit Dean à la fois de fierté et de rage. Bien sûr que non, dit Ramon rapidement. Nicolas est un garçon merveilleux. Nous l'aimons tous beaucoup. J'en suis sûr,
acquiesça Dean. C'est pourquoi je suis certain que vous voudrez tous coopérer à l'enquête. Le visage de Cassandra pâlit. Enquête. Le sourire de Dean devint sincèrement chaleureux pour la première fois de la soirée. Oh oui, ma chérie. Le docteur Miller était légalement tenu de signaler aux autorités tout soupçon de maltraitance infantile. L'inspecteur Alfred Marquet interrogera toutes les personnes ayant eu des contacts récents avec Nicolas. La procédure habituelle, en fait. Rien d'inquiétant si tout le monde disait la vérité. Le mensonge était facile à proférer, avec l'assurance désinvolte d'un homme qui avait passé des années à tromper ses ennemis dans des situations de vie ou de mort. Il n'y avait ni docteur Miller, ni inspecteur Marquet, ni enquête officielle. Mais ses cibles l'ignoraient, et leur conscience coupable allait faire l'essentiel du travail à sa place. Au fil de la soirée, Dean observait ses ennemis se tortiller, chacun calculant clairement ce que les autres savaient et s'ils pouvaient leur faire confiance pour maintenir la conspiration du silence. Lorsqu'il rentra chez lui avec Nicolas, Dean était convaincu que la pression psychologique commençait déjà à briser leur unité. La première phase de son opération était terminée. Il était temps de passer aux choses sérieuses. Chapitre 3, la préparation. La transformation de Dean, de père de banlieue à agent tactique, s'est opérée progressivement, telle une mue de serpent. Pendant la journée, il maintenait sa routine, déposer Nicolas à l'école, assister aux réunions de travail, jouer le rôle du mari inquiet enquêtant sur l'accident de son fils. Mais ses chevaliers résidaient dans la préparation, la planification et la construction méticuleuse d'un piège capable de détruire ses ennemis. Le sous-sol de sa maison devint un atelier qui aurait fait la fierté de son ancienne unité des forces spéciales. Dean avait toujours été doué en mécanique, mais il appliquait désormais ses compétences à la création d'outils de guerre psychologique, des caméras cachées plus petites que des pièces de monnaie, des dispositifs d'écoute dissimulables dans des objets du quotidien, des appareils d'enregistrement capables de capter des conversations à 3 pièces de distance. Mais la préparation la plus importante de Dean était psychologique. Il étudiait ses cibles comme un prédateur, apprenant les habitudes de ses proies, identifiant leurs faiblesses, cartographiant leurs relations, comprenant la dynamique qui maintenait leur complot criminel. Cassandra était vaniteuse et peu sûre d'elle. Dépendante de l'approbation de ses parents, mais irritée par leur emprise, elle avait soif de validation et de luxe. Utilisant sa relation avec Lewis à la fois comme une rébellion contre ses parents et comme une échappatoire à son mariage avec Dean, sa faiblesse résidait dans son besoin d'être le centre de l'attention. Elle ne pouvait s'empêcher de se vanter de ses plans ou de documenter ses succès sur les réseaux sociaux. Lewis Pratt était un gérant de casino de niveau intermédiaire, atteint d'une folie des grandeurs et d'une addiction au jeu qui le maintenait perpétuellement endetté. Il considérait sa relation avec Cassandra comme un moyen d'accéder à la sécurité financière grâce à la fortune familiale. Mais il détournait également l'argent du casino pour financer son addiction au poker. Son point faible était la cupidité. Il était prêt à tout risquer pour la promesse d'un argent facile. Ramon Marcato était l'architecte des activités criminelles de la famille, mais son succès l'avait rendu présomptueux et insouciant. Il croyait que son argent et ses relations le rendaient intouchable, ce qui l'avait conduit à laisser des traces numériques qu'un criminel plus prudent aurait effacées. Son point faible était l'orgueil. Il ne pouvait s'empêcher de s'attribuer le mérite de son intelligence. Béatrice Moyer était la plus dangereuse du groupe car elle était la plus intelligente, mais elle était aussi la plus dépendante de son statut social. Sa cruauté envers Nicolas provenait d'un besoin pathologique de contrôler et de dominer les autres, mais elle était terrifiée par l'humiliation publique. Son point faible était sa réputation. Elle était prête à sacrifier n'importe qui pour préserver sa position dans la société de Las Vegas. Comprendre ses faiblesses a permis à Dean d'élaborer des stratégies individuelles pour chaque cible, mais son plan prévoyait qu'elles se retournent les unes contre les autres. Il a commencé par semer la suspicion et la paranoïa en utilisant leurs propres tendances criminelles contre elle. Il a d'abord créé de fausses preuves suggérant que Lewis détournait plus d'argent du casino qu'il ne le faisait en réalité. Puis, il s'est assuré que l'information parvienne à Ramon grâce à des accidents soigneusement orchestrés et des conversations entendues. Ramon, qui considérait Lewis comme un outil utile, mais pas comme un partenaire de confiance, a commencé à enquêter sur le petit ami de sa fille avec la paranoïa intense d'un homme protégeant son empire. Simultanément, Dean a subtilement insinué à Cassandra que ses parents prévoyaient de l'exclure de leur plan d'évasion au Costa Rica. Il a piraté la messagerie de Béatrix et découvert des brouillons de messages évoquant la nécessité de simplifier nos arrangements et d'éliminer les complications inutiles. En transférant des versions modifiées de ses courriels sur le compte privé de Cassandra,
Dean lui a fait croire qu'elle était considérée comme négligeable par sa propre famille. La pression psychologique a commencé à porter ses fruits en quelques jours. Cassandra devint de plus en plus collante et exigeante envers Lewis, cherchant à s'assurer de la solidité de leur relation. Lewis, ignorant que Ramon l'enquêtait, continua ses fraudes au casino tout en élaborant des moyens de plus en plus élaborés pour accéder aux actifs de Dean. Ramon et Béatrice, convaincus que leur partenaire n'était pas fiable, commencèrent à élaborer des plans d'urgence excluant Cassandra et Lewis. Mais le coup de maître de Dean résida dans les preuves qu'il introduisit suggérant que chaque membre du complot collaborait secrètement avec les forces de l'ordre. Il créa de faux dossiers du FBI, fabriqua des transcriptions d'écoutes téléphoniques et forgea des accords d'immunité qui donnèrent l'impression que chacun trahissait tout le monde pour sauver sa peau. La beauté du plan résidait dans le fait que rien de tout cela n'était nécessaire. Il fallait juste qu'ils soient suffisamment crédibles pour éveiller leur conscience coupable et leur paranoïa criminelle. Les personnes véritablement innocentes auraient remis en question les preuves ou cherché à les vérifier, mais les personnes véritablement coupables verraient la trahison partout et réagiraient en conséquence. L'attaque au parfum contre Nicolas devint le catalyseur qui accéléra tout. Dean a utilisé l'incident pour justifier l'installation de caméras de sécurité dans toute la maison, soi-disant pour protéger son fils de futurs accidents. En réalité, les caméras lui ont permis de surveiller le comportement de plus en plus erratique de Cassandra et d'enregistrer ses conversations avec Lewis au sujet de leur projet d'éliminer Dean. Il commence à se méfier. Cassandra a confié à Lewis lors d'un appel téléphonique tard dans la nuit que Dean a enregistré sous 3 angles différents. À la façon dont il me regarde maintenant, on dirait qu'il sait quelque chose. Peut-être devrions-nous avancer notre chronologie, a suggéré Louis. L'assurance est active. Il nous suffit d'un accident approprié. Et le garçon? Le silence de Lewis était révélateur. L'école militaire, comme nous en avions discuté. Ou peut-être qu'il pourrait avoir un accident, lui aussi. Les enfants sont fragiles. Dean écoutait cette conversation depuis son poste de commandement au sous-sol. Son visage était impassible tandis qu'il discutait nonchalamment de leur assassinat et de celui de Nicolas. Mais intérieurement, un déclic irrévocable se produisit. Ces personnes ne méritaient ni pitié ni seconde chance. C'étaient des cellules cancéreuses qu'il fallait éliminer complètement. Le lendemain matin, Dean entama la phase finale de sa préparation. Il a vidé plusieurs comptes bancaires et converti l'argent en crypto-monnaie intraçable. Il s'est créé de nouvelles identités, pour lui et Nicolas, avec des passeports et des documents qui leur permettraient de disparaître complètement si nécessaire. Il a établi des canaux de communication sécurisés avec des contacts de l'époque militaire, des hommes qui comprenaient que certains problèmes ne pouvaient être résolus par la voie légale. Plus important encore, il a commencé à enseigner à Nicolas des compétences qu'aucun enfant de 12 ans ne devrait avoir besoin de connaître. Comment reconnaître une surveillance, comment envoyer des messages codés, comment disparaître rapidement si sa sécurité était compromise. Le garçon était encore traumatisé par les abus. Mais la formation de Dean lui a donné un but et une confiance que la thérapie seule ne pouvait lui apporter. « Papa ?» demanda Nicolas un soir alors qu'il s'entraînait au crochetage de serrures au sous-sol. « Allons-nous faire du mal à ceux qui m'ont fait du mal ?» Dean regarda son fils, marqué, blessé, mais lui faisant toujours entièrement confiance, et prit une décision qui définirait leur avenir à tous les deux. « Oui, fiston. Nous allons faire en sorte qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne. » Nicolas hocha la tête solennellement, acceptant cette vérité avec le même courage discret dont il avait fait preuve tout au long de son épreuve. Tant mieux, car je ne pense pas qu'ils s'arrêteront à moins que quelqu'un ne les y oblige. À 12 ans, Nicolas Cooper Harrington avait compris quelque chose que la plupart des adultes n'apprennent jamais. Certains choisissent d'être mauvais, et le mal ne s'arrête que lorsqu'il y est contraint. La préparation de Dean était achevée. La guerre pouvait commencer. Chapitre 4. Le premier coup. Le premier coup de Dean eut lieu lors de ce qui semblait être un barbecue familial de routine à la maison Marcato. Toute la conspiration était là. Cassandra et Lewis jouaient le rôle d'amants secrets tout en maintenant des apparences publiques. Ramon et Béatrice recevaient avec leur mélange habituel de charme et de mépris à peine dissimulé pour leurs invités. Nicolas resta près de Dean, ses lunettes de soleil masquant les dommages durables causés par l'attaque au parfum. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Dean avait passé la semaine précédente à transformer leur réunion en un piège soigneusement orchestré. La première phase commença lorsque Lewis s'excusa pour aller aux toilettes. Dean avait anticipé cela. La faiblesse de la vessie du directeur du casino était une vulnérabilité bien connue,
exploitable avec une précision chirurgicale. Pendant l'absence de Lewis, Dean glissa un petit appareil dans la poche de sa veste, un traceur GPS couplé à un enregistreur vocal qui surveillerait ses déplacements et ses conversations pendant les 72 heures suivantes. Lewis semble nerveux aujourd'hui, commenta Dean à Ramon alors qu'il se tenait près du grill. Tout va bien au casino? Les yeux de Ramon brillèrent de suspicion. Exactement la réaction que Dean cultivait depuis des semaines. Pourquoi demandez-vous cela? Je viens de remarquer qu'il consulte sans cesse son téléphone. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec son emploi. Je sais combien la sécurité de l'emploi est importante, surtout pour quelqu'un avec ses dépenses. Ce commentaire était lourd de sous-entendus. Dean avait tenu Ramon au courant des dettes de jeu de Lewis, de ses détournements de fonds au casino et de sa situation financière de plus en plus désespérée. Chaque mot était calculé pour accroître la méfiance de Ramon envers le petit ami de sa fille. Lorsque Lewis revint des toilettes, Dean était prêt à passer à la deuxième phase. Il s'approcha du jeune homme avec un sourire amical et une bière, se positionnant de manière à ce que leur conversation ne soit pas entendue par les autres. Lewis, j'ai une question à te poser en privé, dit Dean, sa voix suffisamment inquiète pour mettre Lewis sur la défensive. As-tu remarqué quelque chose d'étrange chez Cassandra ces derniers temps? Un comportement inhabituel ou des activités secrètes? Le visage de Lewis pâlit. Que veux-tu dire? J'ai trouvé des documents intéressants dans son sac à main hier. Des impressions de mai, des relevés bancaires, des choses qui suggèrent qu'elle pourrait préparer quelque chose à mon insu. Dean sortit son téléphone et montra à Lewis une capture d'écran fabriquée d'un virement bancaire. 50 000 $ virés sur un compte aux îles Caïmans. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Le virement était entièrement fictif, mais Lewis l'ignorait. Ce qu'il savait, c'est que Cassandra avait accès au compte de Dean et avait discuté de leur projet de lui voler son argent. Voir la preuve qu'elle déplaçait déjà des actifs sans lui a éveillé tous les instincts paranoïaques de Lewis. Je n'en sais rien, balbutia Lewis. Dean hocha la tête avec sympathie. J'espérais que tu dirais ça, car si Cassandra prévoit de disparaître avec mon argent, je détesterais que tu sois impliqué. Ce serait un complot en vue de commettre un vol, une fraude, voire une tentative de meurtre, vu la situation de l'assurance vie. Le visage de Louis passa du pâle au gris. Assurance vie. Tu ignorais pour la police qu'elle avait souscrite sur moi? 3 millions de $, dont elle était l'unique bénéficiaire. Souscrite juste au moment où Nicolas commençait à avoir ses accidents. La voix de Dean resta conversationnelle, mais ses yeux ne quittèrent pas le visage de Louis. Je suis sûr que ce n'est qu'une coïncidence, mais le timing est intéressant. L'implication planait entre eux comme une arme chargée. Lewis comprit qu'il avait été manipulé par Cassandra et sa famille. Utilisé comme un instrument dans un complot qui pouvait détruire sa vie. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que Dean se jouait de lui aussi, lui donnant juste assez de vérité pour rendre ses mensonges crédibles. Qu'est-ce que tu vas faire? Murmura Lewis. Dean sourit et Lewis vit dans son expression quelque chose qui lui donna envie de fuir. Je vais protéger mon fils et moi. La question est, vas-tu m'aider ou vas-tu sombrer avec eux? L'offre d'alliance était irrésistible pour un homme qui réalisait soudain qu'il était sacrifiable aux yeux de ses supposés partenaires. Dean avait parfaitement calculé la réaction de Louis. L'avidité et l'instinct de survie l'emporteraient sur toute loyauté envers Cassandra. Que veux-tu que je fasse? Continuer à agir normalement. Ne pas leur dire que nous avons parlé, mais commencer à tout documenter, conversation, projet, toute preuve de leurs intentions envers Nicolas ou moi. J'aurai besoin de preuves de leur complot criminel si je veux me protéger légalement. Lewis hocha la tête avec empressement, ignorant qu'il acceptait de s'incriminer lui-même et ses complices. Dean venait de recruter son ennemi comme agent involontaire, transformant son instinct de survie en arme contre tout le groupe. La troisième phase commença lorsque Dean rejoignit la réunion de famille. Il tenait à se montrer particulièrement affectueux envers Cassandra, louant sa cuisine et remerciant ses parents pour leur soutien précieux pendant la convalescence de Nicolas, mais sa performance était conçue pour produire des effets psychologiques spécifiques. J'ai réfléchi, annonça Dean au groupe assis autour de la table du patio. Nicolas a vécu une expérience tellement traumatisante avec son accident. On devrait peut-être organiser des vacances familiales spéciales pour l'aider à se rétablir sous les tropiques. Peut-être au Costa Rica. La réaction fut immédiate et révélatrice. Raon s'étouffa avec sa bière. Le fort de Béatatrique heurta son assiette et le visage de Cassandra devint blanc.
Leur destination d'évasion venait d'être suggérée comme étant des vacances en famille, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose. Dean était au courant de leur projet. Le Costa Rica réussit à demander Beatrix. C'est censé être magnifique à cette époque de l'année, poursuivit Dean avec entrain. Parfait pour une famille qui cherche à prendre un nouveau départ. Peut-être même à s'installer définitivement si l'occasion se présentait. Les mots étaient choisis avec une précision chirurgicale. Tous les membres du complot se demandaient maintenant ce que Dean savait et si leur communication avait été compromise. La paranoïa que Dean cultivait depuis des semaines se transforma en panique généralisée. Ça a l'air cher, dit prudemment Ramon. Le sourire de Dean s'élargit. Oh, ne vous inquiétez pas pour le coup. J'ai déplacé des investissements, liquidé des actifs. Je veux m'assurer que notre famille ait tout ce dont elle a besoin pour l'avenir. L'implication était claire. Dean transférait également de l'argent à l'étranger, ce qui signifiait soit qu'il était au courant de leurs plans et essayait de les devancer, soit qu'il préparait son propre plan qui nécessitait des liquidités. Les deux possibilités les terrifiaient. À la fin de la soirée, Dean prit soin de serrer chaleureusement dans ses bras chaque membre du complot, murmurant des commentaires privés qui accentuaient leur paranoïa. À Cassandra, je sais que nous n'avons pas été aussi proches ces derniers temps, mais je veux que tu saches que je protégerai toujours ce qui m'appartient. À Ramon, merci de toujours traiter Nicolas comme ton propre petit-fils. Certaines personnes ne sont pas aussi compréhensives envers les beaux enfants. À Béatrice, je suis si heureuse que Nicolas se soit remis de son accident. Cela aurait été terrible s'il y avait eu des séquelles permanentes. Chaque commentaire visait à suggérer que Dean n'en savait plus qu'il ne le disait, qu'il était conscient de leur rôle respectif dans la vie de Nicolas. Il était soupçonné d'abus sexuels et se préparait à passer à l'action. Lorsque Dean et Nicolas rentrèrent chez eux, la conspiration se brisait sous le poids de la suspicion et de la peur. Dean avait réussi à les monter l'un contre l'autre sans tirer un coup de feu ni proférer de menaces manifestes. Il ne lui restait plus qu'à attendre qu'ils s'autodétruisent. Mais il n'attendrait pas longtemps. Le traceur GPS dans la poche de Louis transmettait déjà des données. L'enregistreur enregistrait les conversations paniquées entre les conspirateurs et le plan de Dean entrait dans sa phase la plus meurtrière. La première frappe avait été une guerre psychologique. La suivante serait bien plus personnelle. Chapitre 5. Le piège se referme. L'appareil d'enregistrement que Dean avait placé sur Lewis s'avéra plus précieux que prévu. En 24 heures, il capta une série de conversations qui fournirent les preuves ultimes dont Dean avait besoin pour justifier la suite. La première conversation eut lieu entre Lewis et Cassandra à 2h17 du matin, lorsque Lewis appela, paniqué après les révélations de Dean au barbecue. Il connaît Cassandra. Il sait pour l'argent, la police d'assurance, tout. Calme-toi, siffla Cassandra au téléphone. Tu es paranoïaque. Dean ne sait rien. Alors, explique-moi la remarque sur le Costa Rica. Explique-moi comment il a su pour l'assurance vie. Ton mari n'est pas stupide et on le traite comme tel. Il y eut un long silence avant que Cassandra ne réponde. Il est peut-être temps d'accélérer notre chronologie. De quoi parles-tu? De l'accident. Au lieu d'attendre l'occasion idéale, on en crée une. Ce week-end, quand Dean emmène Nicolas camper comme à son habitude, un incendie tragique, une intoxication au monoxyde de carbone, quelque chose qui élimine les deux problèmes d'un coup. L'inspiration brusque de Lewis était audible sur l'enregistrement. Tu parles du meurtre d'un enfant. Je parle de lever les obstacles à notre avenir, corrigea froidement Cassandra. De toute façon, Nicolas est un produit endommagé. Ses brûlures au visage ne guérissent pas bien. Il ne sera jamais normal. La désinvolture avec laquelle elle a évoqué le meurtre de son beau-fils a cristallisé tout ce que Dean soupçonnait sur la vraie nature de sa femme. Mais l'enregistrement a empiré. La deuxième conversation a eu lieu le lendemain matin entre Cassandra et sa mère, Béatrice. Lewis commence à avoir des doutes concernant le garçon. Cassandra a indiqué qu'il pensait que nous devrions nous concentrer uniquement sur Dean et envoyer Nicolas en pension. Lewis ne comprend pas que les témoins sont un fardeau. Béatrice a répondu avec le calcul froid d'une criminelle professionnelle. Le garçon en a déjà trop vu, en sait trop. Il pourrait causer des problèmes plus tard. Alors, nous procédons comme prévu. Nous procédons comme prévu. Un tragique accident de camping qui coûte la vie au père et au fils. C'est très triste, mais ce sont des choses qui arrivent. L'argent de l'assurance allégera considérablement notre chagrin.
La troisième conversation, la plus accablante, eut lieu entre Ramon et une voix masculine inconnue ce soir-là. Les dispositions sont prises, a dit l'inconnu. Bombe de monoxyde de carbone, mécanisme de déclenchement retardé, détonation à distance si nécessaire. Cela ressemblera à un réchaud de camping défectueux, cause fréquente de décès en camping, et il n'y aura aucune preuve permettant de nous identifier. Aucune. Le matériel sera entièrement détruit par l'explosion. Votre gendre et son fils ne seront qu'une statistique tragique de plus. Dean écoutait ces enregistrements dans son poste de commandement au sous-sol, le visage impassible. Tandis que sa famille planifiait calmement son meurtre et celui de son fils, les preuves étaient désormais irréfutables. Ce n'étaient pas de simples opportunistes abusifs. C'étaient des tueurs calculateurs qui ne voyaient en Nicolas qu'un témoin à éliminer. Le séjour de camping auquel il faisait référence était bien réel. Dean emmenait Nicolas à la montagne tous les 2 ou 3 mois, en partie pour créer des liens, mais surtout pour entretenir les compétences exigées par son passé militaire. Le campement isolé qu'ils utilisaient n'était accessible que par un sentier de randonnée, sans réseau mobile et sans témoins à des kilomètres à la ronde. C'était l'endroit idéal pour un accident. Mais Dean n'avait aucune intention d'être une victime. Au contraire, il allait faire de leur complot meurtrier l'instrument de leur propre destruction. Ce soir-là, Dean fit asseoir Nicolas pour une conversation qu'aucun père ne devrait avoir avec son fils de 12 ans. « Nicolas, je dois te dire quelque chose de très grave. Ceux qui t'ont fait du mal prévoient de nous faire du mal à tous les deux. Comprends-tu ce que cela signifie ?» Nicolas hocha la tête solennellement. Malgré son âge, le garçon avait vu suffisamment de mal pour comprendre que certaines menaces étaient existentielles. « Ils veulent nous tuer. » « Oui. Et demain soir, quand nous irons camper, ils essaieront, mais nous ne les laisserons pas faire. » Dean sortit une carte topographique détaillée du camping, indiquant les positions, les voies d'évacuation et les considérations tactiques qui auraient impressionné son ancienne unité des forces spéciales. « Voici ce que nous allons faire. » Le lendemain soir, Dean et Nicolas chargèrent leur matériel de camping dans le camion et roulèrent vers les montagnes, comme ils l'avaient fait une douzaine de fois auparavant. Mais cette fois, leurs sacs contenaient bien plus que des sacs de couchage et des mélanges de fruits secs. Dean les avait tous deux équipés de lunettes de vision nocturne, d'appareils de communication cryptés et de provisions de première nécessité pour une semaine en pleine nature. Plus important encore, Dean avait passé l'après-midi à équiper le campement de ses propres surprises, détecteurs de mouvement, caméras cachées et divers dispositifs qui transformeraient les chasseurs en proie. Ils arrivèrent au début du sentier au coucher du soleil et parcoururent les 5 kilomètres jusqu'à leur emplacement habituel, une clairière au bord d'un petit ruisseau qui leur fournissait eau et abri. Dean installa leur tente exactement là où il le faisait habituellement, mais lui et Nicolas ne seraient pas là. Ils dormaient dedans. Ils établirent donc une position secondaire à 200 mètres, dissimulée dans un sous-bois dense, avec une vue dégagée sur le campement. De cette position dissimulée, ils pouvaient surveiller quiconque s'approchait de leur lieu de couchage. L'attaque eut lieu à 3h17, comme Dean l'avait prédit. 3 hommes en vêtements sombres s'approchèrent du campement avec une précision militaire, transportant notamment les bonbonnes de monoxyde de carbone que Ramon avait dépêchées. Leur mouvement était digne de professionnels, confirmant les soupçons de Dean, la famille Marcato avait engagé de véritables tueurs plutôt que de commettre les meurtres eux-mêmes. Dean observa, grâce à sa vision nocturne, les assassins disposaient leurs dispositifs autour de la tente, simulant ce qui semblait être un tragique accident causé par un réchaud de camping défectueux. Le monoxyde de carbone tuerait silencieusement, laissant des corps apparemment morts paisiblement dans leur sommeil, mais la tente était vide, à l'exception de sacs de couchage remplis de matériel de camping. Dean et Nicolas étaient bien cachés, filmant tout sous plusieurs angles de caméra tout en préparant la deuxième phase de leur contre-attaque. Lorsque les assassins activèrent leur dispositif meurtrier et se retirèrent à bonne distance, pour assurer le succès de l'accident, Dean créa sa propre surprise. Le campement explosa dans un éclat de lumière et de bruit, tandis que ces grenades assourdissantes explosaient simultanément, désorientant les tueurs et les aveuglant temporairement. Dans le chaos qui s'ensuivit, Dean se déplaça tel le prédateur qu'il avait été dressé à être. Il élimina le premier assassin avec un pistolet silencieux avant qu'il ne puisse se remettre de sa désorientation. Le deuxième tueur parvint à dégainer son arme, mais ne voyait pas assez clairement pour viser. Le couteau de Dean l'atteignit à la gorge avant qu'il ne puisse tirer. Le troisième assassin se montra plus résistant, parvenant à se mettre à couvert derrière un arbre tout en appelant des renforts à la radio. Mais Dean avait anticipé cette éventualité.
Il déclencha un second dispositif qui créa un glissement de terrain sur les 3 sentiers, coupant toute possibilité de fuite ou de renfort. « Lâchez votre arme et mettez vos mains là où je peux les voir », cria Dean, sa voix imprégnée de l'autorité de quelqu'un qui avait donné des ordres similaires en zone de combat. L'assassin répliqua en tirant à l'aveuglette dans sa direction, ce qui était exactement la réponse. Dean l'avait espéré. La riposte était désormais justifiée par tous les critères juridiques. Le tir unique de Dean atteignit l'homme en plein centre, le faisant tomber instantanément. En moins de 10 minutes, 3 tueurs professionnels furent neutralisés avec une précision chirurgicale, laissant Dean et Nicholas indemnes et en possession de preuves qui détruiraient complètement le complot. Mais Dean n'en avait pas fini. Le véritable châtiment ne faisait que commencer. Utilisant le matériel radio de l'assassin, Dean contacta directement Raon. La terreur dans la voix de son beau-père lorsqu'il comprit que le complot avait échoué était presque suffisante pour mettre fin à l'opération immédiatement. « C'est Dean », dit-il calmement dans la radio. « Vos fils ne reviendront pas », le silence dura près de 30 secondes avant que Ramon ne retrouve sa voix. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Bien sûr que non », acquiesça Dean. « Tout comme vous ne savez rien des bombes de monoxyde de carbone, des polices d'assurance vie ou du parfum vaporisé dans les yeux des enfants. Mais voilà. Ce que tu sais, Ramon. Je rentre à la maison maintenant, et j'apporte des preuves qui enverront toute ta famille en prison pour le restant de tes jours. » Dean mit fin à la transmission et commença à préparer la phase finale de son opération. Le séjour en camping avait été un piège, mais pas pour lui. Il était temps de déclencher le piège plus vaste qu'il avait préparé depuis des mois. Au matin, Ramon Marcado, Béatrice Moyer, Cassandra Moral Harrington et Lewis Pratt comprendraient ce que signifiait déclarer la guerre à Dean Harrington. Ils comprendraient aussi pourquoi ils n'avaient jamais perdu. Chapitre 6, le jugement commence. Dean et Nicholas rentrèrent de leur séjour en camping à l'aube, leur camion s'arrêtant dans l'allée d'une maison qui allait bientôt devenir un champ de bataille. Les 3 assassins morts restaient dans les montagnes, leurs corps positionnés de manière à suggérer un affrontement violent entre organisations criminelles rivales. L'entraînement militaire de Dean lui avait appris que parfois, la meilleure couverture était celle que les forces de l'ordre voulaient croire. Mais le nettoyage physique était secondaire par rapport à la guerre psychologique que Dean s'apprêtait à déclencher. L'attaque du camping avait été le coup du désespoir de Ramon, une ultime tentative pour éliminer les témoins et réclamer l'argent de l'assurance. Son échec signifiait que la conspiration était désormais piégée. Sans aucun recours et sans autre choix que d'assumer les conséquences de ses actes, Dean se rendit d'abord à la banque, où il retirait les fonds restants de tous les comptes auxquels Cassandra avait accès. L'herbe sous le pied de la conspiration était désormais coupée, les empêchant d'engager d'autres tueurs ou de financer une fuite au Costa Rica. Sa deuxième étape fut le bureau de l'inspecteur Alfred Marquet, un véritable inspecteur de police cette fois, et non celui que Dean avait inventé pour faire pression psychologiquement sur ses ennemis. Marquet, fort de 30 ans d'expérience, était spécialisé dans les affaires de violence conjugale. Et le dossier de preuve de Dean allait l'intéresser de près à la famille Marcato. Inspecteur Marquet, je m'appelle Dean Harrington. Je dois signaler plusieurs crimes, dont maltraitance infantile, complot en vue de commettre un meurtre et tentative de meurtre. Je possède une documentation abondante, notamment des preuves vidéo et des aveux enregistrés. Dean a exposé l'affaire de manière méthodique, en commençant par les images de surveillance de l'attaque au parfum de Nicholas et de la construction du complot visant à voler ses biens et à l'assassiner, lui et son fils. La tentative d'assassinat dans les montagnes fut l'élément décisif qui transforma une affaire de violence conjugale en quelque chose de bien plus grave. Marquet examina les preuves avec l'expression d'un homme ayant vu toutes les formes de cruauté humaine, mais qui pouvait néanmoins être choqué par leur application désinvolte à des enfants. Monsieur Harrington, c'est complet. Depuis combien de temps rassemblez-vous ces éléments ? 3 mois, répondit Dean avec honnêteté. Depuis que j'ai soupçonné que mon fils était maltraité et que vous n'êtes pas venu nous voir plus tôt, car Dean a constamment croisé le regard des enquêteurs, car je devais être certain de l'ampleur du complot et assurer la sécurité de mon fils. Des gens aussi organisés et bien connectés ne laissent généralement pas de témoins. Marquet hocha lentement la tête. La tentative d'assassinat dans les montagnes prouva que la prudence de Dean était justifiée. La famille Marcato n'était pas seulement violente. Elle était dangereuse professionnellement. Nous aurons besoin de vous et de votre fils pour témoigner lors du procès, dit Marquet. Nous serons disponibles, promit Dean. Bien qu'il n'ait aucune intention d'attendre que la justice rende justice, les tribunaux se chargeraient de la sanction officielle, mais le châtiment personnel de Dean ne faisait que commencer.
À son retour chez lui, où l'enquête policière avait mis au jour le complot, son téléphone vibrait d'appels paniqués de Cassandra, exigeant de savoir ce qu'il avait dit aux autorités et menaçant de lui faire regretter sa trahison envers la famille. Dean laissa les appels tomber sur sa messagerie vocale, se préparant à la confrontation qu'il savait imminente. Cassandra arriverait dans l'heure, probablement accompagnée de Lewis et peut-être de ses parents. Il serait désespéré, acculé et dangereux, exactement l'état dans lequel Dean les avait placés pour la phase finale de son opération. Il envoya Nicholas chez des voisins de confiance, soi-disant pour la protection du garçon, mais en réalité pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de témoins de la suite des événements. Puis il s'installa pour attendre, vérifiant une dernière fois ses armes. Cassandra arriva la première, utilisant sa clé pour entrer dans la maison qu'elle partageait encore légalement avec Dean. Elle était échevelée et le regard hagard. Elle s'effondrait visiblement sous la pression de savoir que son monde allait s'écrouler. « Que leur as-tu dit » hurla-t-elle en voyant Dean tranquillement assis dans son fauteuil du salon. « Quel mensonge as-tu inventé sur notre famille ?» Dean sourit et Cassandra fit un pas en arrière involontaire. « Je lui ai dit la vérité, ma chérie. » À propos des abus de Nicholas ? De ta liaison avec Lewis ? De l'assurance vie ? Du casier judiciaire de tes parents ? Des 3 hommes que tu as envoyés pour nous tuer hier soir. Tu ne peux rien prouver, dit Cassandra, mais sa voix manquait de conviction. Dean sortit sa tablette et passa un extrait de la vidéo de surveillance. Cassandra vaporisait du parfum directement dans les yeux de Nicholas tandis que sa mère riait en arrière-plan. Les cris de son fils emplirent la pièce et le visage de Cassandra devint blanc. « Je peux tout prouver, dit Dean doucement. Chaque acte de maltraitance, chaque complot criminel, chaque complot de meurtre. La seule question maintenant est de savoir si tu veux en assumer les conséquences avec dignité ou si tu veux te compliquer la vie. » Lewis arriva 10 minutes plus tard, suivi de peu par Ramon et Béatrice. Toute la conspiration était désormais réunie dans le salon de Dean. Face à l'homme qu'ils avaient si terriblement sous-estimé. La terreur dans leurs yeux était tout ce que Dean avait espéré. Mais ce n'était que le début. La police a tout. Dean les informa sur le ton de la conversation. Vidéo, enregistrement audio, dossier financier, témoignage de l'assassin survivant que vous aviez engagé. Il n'y a pas eu de survivant, interrompit Ramon, puis immédiatement. Il réalisa son erreur. Le sourire de Dean s'élargit. Intéressant que tu le saches, Ramon. Presque comme si tu étais en communication avec eux pendant l'opération. Le piège était parfait. Ramon venait d'avouer avoir eu connaissance de la tentative d'assassinat sur le matériel d'enregistrement que Dean avait dissimulé dans la maison. Chacun de leurs mots était enregistré pour une utilisation ultérieure. « Que veux-tu » demanda Béatrice, son sang-froid finissant par craquer. « De l'argent ? On peut te payer ce que tu veux. » « Je ne veux pas de ton argent, » l'interrompit Dean. « Je veux que justice soit faite pour mon fils. Et je veux que tu comprennes ce que l'on ressent lorsqu'on est impuissant face à quelqu'un qui détruit tout ce qui compte pour nous. » Il sortit une petite télécommande et appuya sur un bouton. Dans toute la maison, des écrans s'activèrent, diffusant en direct les images des caméras de sécurité positionnées dans les propriétés de la famille Marcado. Leur restaurant, leur maison, leur bureau, tous sous surveillance, tous compromis. Voici à quoi ressemble la prochaine étape. Dean expliqua, vos entreprises feront faillite lorsque les preuves de violation du code de la santé, de fraude fiscale et de blanchiment d'argent parviendront aux autorités compétentes. Vos maisons seront saisies lorsque le fisc découvrira des revenus non déclarés et des comptes offshore. Votre statut social s'effondrera lorsque vos activités criminelles seront rendues publiques. Il appuya sur un autre bouton et les écrans montrèrent des agents fédéraux déjà en position autour de leur propriété. Dean avait passé des mois à monter des dossiers contre eux avec plusieurs forces de l'ordre, créant une opération coordonnée qui détruirait tous les aspects de leur vie simultanément. « Vous ne pouvez pas faire ça » murmura Lewis. « Nous avons des droits. »« Vous avez perdu vos droits en torturant un enfant » répondit Dean. « Lorsque vous projetez de l'assassiner pour dissimuler vos crimes. Lorsque vous avez engagé des tueurs pour éliminer des témoins. » L'écran montrait le début de la première arrestation. Le gérant du restaurant de Ramon emmenait menotté. Le comptable de Béatatrick détenu pour interrogatoire. Les supérieurs du casino de Lewis examinaient les preuves de détournement de fonds que Dean avait fabriquées, mais qui prendraient des mois à réfuter. Ce n'est que le début, poursuivit Dean. D'ici demain, toute votre entreprise criminelle sera démantelée.
Vos avoirs seront gelés. Vos associés seront arrêtés, et votre avenir se résumera à des cellules de prison et à des tribunaux de faillite. Cassandra se précipita sur Dean avec un couteau de cuisine qu'elle avait attrapé sur le comptoir, hurlant de manière incohérente qu'elle allait détruire sa vie comme il détruisait la sienne. Mais Dean s'attendait à cette réaction. Le désespoir rendait les gens prévisibles. Il la désarma facilement grâce à des techniques apprises lors de l'entraînement au combat rapproché. Cassandra se retrouva au sol, le couteau à l'autre bout de la pièce, le regard fixé sur un homme qui aurait pu la tuer sans effort, mais qui avait choisi de ne pas le faire. La différence entre nous, dit Dean tandis que les sirènes se rapprochaient au loin, c'est moi qui protège les enfants. Vous les torturez. La police arriva et trouva toute la conspiration dans le salon de Dean, entourée de preuves de leurs crimes et avouant leur culpabilité au cours de discussions paniquées. L'inspecteur Marquet procéda personnellement à l'arrestation, s'assurant que chaque membre de la conspiration comprenne que ces crimes contre Nicolas avaient fait de cette affaire une mission personnelle pour tout le service de police. Alors qu'ils étaient emmenés menottés, Dean ressentit quelque chose qui... Ils avaient disparu depuis la nuit où il avait découvert les abus de son fils. Paix. Justice était rendue et ceux qui avaient blessé Nicolas ne pourraient plus jamais faire de mal à qui que ce soit. Mais la vengeance de Dean était loin d'être complète. La prison les punirait pour leurs crimes, mais elle ne leur apprendrait pas ce que signifie être impuissant et effrayé. Cette leçon viendrait plus tard, quand ils s'y attendraient le moins et qu'ils seraient incapables de se défendre. Dean Harrington n'avait jamais oublié un tort et il ne pardonnait jamais à ceux qui avaient blessé sa famille. La justice se chargerait de leur punition officielle, mais leur jugement personnel ne faisait que commencer. Chapitre 7, la destruction systématique. 6 mois après les arrestations, les ennemis de Dean avaient compris que les conséquences juridiques n'étaient que le début de leur châtiment. Depuis son poste de commandement au sous-sol, Dean orchestra une campagne de guerre psychologique et financière qui démantela lentement tous les aspects de leur existence restante. Raon Marcado, autrefois homme d'affaires respecté, se retrouva condamné à 25 ans de prison pour complot en vue de commettre un meurtre, maltraitance d'enfants et racket. Mais la prison n'était que le début de son souffrance. Dean avait soigneusement étudié les rapports de force au sein du pénitencier d'État du Nevada et s'était assuré que la réputation de Ramon le précède. La nouvelle se répandit rapidement parmi la population carcérale, Ramon était un pédophile qui avait torturé un garçon de 12 ans. Dans la hiérarchie brutale de la justice carcérale, les crimes contre les enfants méritaient une attention particulière de la part de ses codétenus. Raon passa 3 semaines en détention générale avant de demander une protection, mais même cela ne put le protéger du harcèlement systématique organisé par Dean. Chaque lettre envoyée par Ramon était interceptée et scrutée. Chaque appel téléphonique était surveillé et enregistré. Chaque achat à l'économa était retardé ou perdu par les gardiens, soigneusement informés de ses crimes. Le riche homme d'affaires, qui avait autrefois suscité respect et crainte, se retrouva réduit à la proie du mépris et de la violence. Béatrice Moyer subit un traitement similaire au centre correctionnel pour femmes, mais la campagne de Dean contre elle était plus sophistiquée. Il avait découvert que sa plus grande crainte était l'humiliation publique. Il s'assura donc que ses crimes fassent l'objet d'une large couverture médiatique. Les chaînes d'information locales recevaient des informations anonymes. Des informations sur la riche mondaine qui torturait des enfants, avec des images de surveillance et des documents judiciaires. Sa réputation sociale, soigneusement construite, s'est effondrée en quelques semaines. D'anciens amis ont pris leur distance. Des organisations caritatives ont révoqué son adhésion. Et le country club où elle avait siégé pendant des décennies l'a banni définitivement. Même en prison, elle recevait des lettres d'anciennes connaissances exprimant leur dégoût et leur incrédulité. Mais le chef-d'œuvre de Dean fut d'avoir détruit la vie de Cassandra. Son ex-femme a été condamnée à 15 ans de prison pour maltraitance infantile, complot et tentative de meurtre, mais sa véritable punition était psychologique. Dean a fait en sorte qu'elle soit hébergée chez des femmes ayant perdu des enfants à cause de maltraitance, créant un rappel quotidien du mal qu'elle avait causé. Plus cruellement, Dean s'assurait que Cassandra soit régulièrement informée du rétablissement et de la réussite de Nicolas. Elle apprit que le garçon qu'elle avait torturé s'épanouissait en thérapie, excellait à l'école et faisait preuve d'une résilience remarquable pour surmonter son traumatisme. Chaque réussite de Nicolas était un rappel de ce que Cassandra avait tenté de détruire et un témoignage de son échec en tant que belle-mère et en tant qu'être humain. Lewis Pratt, condamné à 10 ans de prison pour son rôle dans le complot, risquait la punition la plus inventive. Dean avait découvert que l'addiction au jeu de Lewis était compulsive et incontrôlable.
Il s'était donc arrangé pour que l'homme soit constamment exposé à des opportunités auxquelles il n'avait pas accès. De faux billets de loterie apparurent dans sa cellule, avec des numéros gagnants qui auraient rapporté des millions. Des brochures de casino lui parvinrent par courrier, annonçant des jackpots et des promotions. D'autres détenus furent encadrés pour discuter de stratégies de jeu et de gains importants, créant une pression psychologique constante qui poussa Lewis à tenter plusieurs évasions infructueuses. Mais la vengeance la plus sophistiquée de Dean fut réservée au réseau criminel qui avait permis le complot. Il détruisit systématiquement le système bancaire offshore utilisé par la famille Marcato, collaborant avec des agents fédéraux pour identifier et poursuivre des dizaines de blanchisseurs d'argent, de fraudeurs fiscaux et de financiers criminels. L'effet d'entraînement se répandit dans tout le milieu criminel de Las Vegas. Des entreprises qui semblaient légitimes furent démasquées comme des façades pour des activités illégales. Des politiciens corrompus furent mis en examen. L'écosystème de corruption qui avait protégé l'homme fut entièrement détruit. Des familles comme les Marcado furent démantelées petit à petit. La campagne de Dean fut si rigoureuse qu'elle devint un cas d'école pour les forces de l'ordre de tout le pays. La destruction méthodique d'une organisation criminelle par des moyens légaux, combinée à une guerre psychologique qui brisait le moral des criminels, fut sans précédent par son ampleur et son efficacité. Mais l'aspect le plus satisfaisant de la vengeance de Dean fut de voir ses ennemis se retourner les uns contre les autres, leur situation devenant désespérée. Cassandra reprocha à ses parents de l'avoir impliqué dans leurs crimes. Raon reprocha à Lewis sa faiblesse et son manque de fiabilité. Béatrice accusait tout le monde sauf elle-même, entretenant ses illusions d'innocence, même si les preuves de sa cruauté étaient diffusées à la télévision nationale. Leur unité, qui les avait autrefois rendus dangereux, devint leur faiblesse, le désespoir les rendant égoïstes. Chaque membre du complot tenta de réduire sa propre peine en fournissant des informations sur les autres, créant une cascade d'accusations supplémentaires et prolongeant leur peine de prison. Pendant ce temps, Nicholas continuait de se rétablir et de s'épanouir sous la protection de Dean. Le garçon avait témoigné contre ses agresseurs avec un courage remarquable. Sa dignité discrète dans la salle d'audience avait ému plusieurs jurés. Les cicatrices sur son visage, causées par l'agression au parfum, s'estomperaient avec le temps, mais la force intérieure qu'il avait développée durerait toujours. « Papa » dit Nicholas un soir alors qu'ils travaillaient ensemble dans le garage reconstruit de Dean. « Crois-tu qu'ils comprennent maintenant pourquoi ce qu'ils ont fait était mal ?» Dean réfléchit attentivement à la question en surveillant leur communication en prison. Il savait que ses ennemis étaient rongés par l'apitoiement sur eux-mêmes et la rage plutôt que par de sincères remords. Il comprenait qu'ils étaient punis, mais ils refusaient toujours d'assumer la responsabilité de leurs crimes. Comprendre et accepter sont deux choses différentes, répondit Dean. Ils comprennent que leurs actes ont eu des conséquences. Qu'ils acceptent ou non que ces conséquences soient méritées, c'est entre eux et leur conscience. Nicholas hocha la tête pensivement. À 13 ans, il commençait à comprendre les complexités de la justice et de la nature humaine. Continueras-tu à les surveiller? Aussi longtemps qu'il le faudra, promit Dean. Certaines personnes ont besoin d'une surveillance constante pour s'assurer qu'elles ne blessent pas les autres. Nous assurons cette surveillance. La surveillance se poursuivrait indéfiniment. Dean avait mis en place un réseau de surveillance qui traquerait ses ennemis pour la durée de le reste de leur vie, s'assurant qu'ils ne pourraient plus jamais opérer dans l'ombre ni trouver de nouvelles victimes à exploiter. Chaque candidature, chaque demande de logement, chaque tentative de reconstruire leur vie serait scrutée et sabotée si nécessaire. Un niveau de contrôle que certains jugeraient excessif. Mais la philosophie de Dean était simple, ceux qui choisissaient de faire du mal aux enfants perdaient leur droit à la vie privée, à la liberté et à une seconde chance. Ses ennemis passeraient le reste de leur vie à payer pour leurs crimes, et Dean serait là pour recouvrer chaque mensualité de cette dette. La destruction systématique était achevée, mais la vengeance de Dean n'était pas achevée. La phase finale serait la plus personnelle et la plus permanente. Chapitre 8, le jugement final. 2 ans après les procès, Dean fut informé que Cassandra était éligible à la libération conditionnelle. Sa peine avait été réduite pour bonne conduite et coopération aux enquêtes en cours, une évolution qu'il avait anticipée et préparée avec soin. L'audience de libération conditionnelle était prévue un jeudi matin à Carson City, et Dean s'assura d'y assister en tant que tuteur de la victime et témoin principal. Il était accompagné de Nicholas, aujourd'hui âgé de 14 ans, remarquablement calme pour quelqu'un. Elle avait subi un tel traumatisme dès son plus jeune âge. Cassandra paraissait plus âgée, épuisée par la vie carcérale et la pression psychologique que Dean avait exercée tout au long de son incarcération. Ses cheveux grisonnaient,
Son visage était ridé par le stress, et son assurance d'antan avait cédé la place à une anxiété nerveuse. La commission des libérations conditionnelles était composée de 5 membres qui avaient examiné des dossiers détaillés sur les crimes de Cassandra et son comportement en prison. Dean avait veillé à ce qu'il reçoive des rapports détaillés sur son absence de remords sincères, ses tentatives de minimiser son rôle dans les abus de Nicolas et le danger persistant qu'elle représentait pour les enfants. Madame Morale, la présidente de la commission, comment ça, vous avez purgé 2 ans d'une peine de 15 ans pour maltraitance d'enfants, complot en vue de commettre un meurtre et tentative de meurtre. Votre demande de libération conditionnelle affirme que vous avez été réhabilité et que vous ne représentez plus aucun danger pour la société. Souhaitez-vous vous adresser à la commission? Cassandra se leva, les mains légèrement tremblantes, lisant une déclaration préparée, manifestement rédigée par son avocat. Je regrette profondément mes actes et le tort que j'ai causé à Nicolas. J'ai suivi une thérapie, des cours de gestion de la colère et des cours de parentalité pendant mon incarcération. Je comprends maintenant que mon comportement était répréhensible et je suis déterminé à reconstruire ma vie en tant que membre productif de la société. Ces mots étaient creux, répétés et totalement peu convaincants pour quiconque connaissait la vraie nature de Cassandra. Dean avait enregistré des centaines d'heures de ses appels téléphoniques depuis la prison, documentant ses tentatives incessantes de rejeter la responsabilité de sa situation sur les autres et son manque total d'empathie pour la souffrance de Nicolas. Monsieur Harrington, le président a continué en tant que tuteur de la victime, souhaitez-vous faire une déclaration concernant la demande de libération conditionnelle de Madame Morale? Dean s'est levé, sa présence attirant l'attention de toutes les personnes présentes. Merci, président Rodriguez. J'ai plusieurs inquiétudes quant à la libération de Madame Morale à ce stade. Il a sorti un épais dossier contenant les transcriptions des conversations enregistrées de Cassandra, des évaluations psychologiques révélant ses tendances narcissiques persistantes et des preuves de ses tentatives de contacter Nicolas par des intermédiaires malgré les ordonnances du tribunal interdisant de tels contacts. Madame Morale a fait preuve d'un comportement manipulateur tout au long de son incarcération. Dean a poursuivi, elle a tenté de contourner les ordonnances d'interdiction de contact, n'a manifesté aucun remords sincère pour ses crimes et continue de se considérer comme une victime plutôt que comme une agresseuse. Il a fait écouter un enregistrement de la dernière conversation téléphonique de Cassandra, dans laquelle elle décrivait Nicolas comme le petit morveux qui a ruiné sa vie et exprimait son intention de les faire payer à tous une fois libérés. L'effet sur la commission des libérations conditionnelles a été immédiat. Les preuves enregistrées de l'hostilité persistante de Cassandra envers sa victime et de son manque de réinsertion étaient accablantes. Son avocat a blêmi en réalisant que sa cliente avait été enregistrée avouant avoir continué à commettre un crime. En outre, Dean a poursuivi, Madame Morale fait partie d'une organisation criminelle qui ciblait spécifiquement les enfants pour abus. Ses parents, Ramon Marcado et Béatrice Moyer, purgent de longues phrases pour leur rôle dans cette conspiration. Son ancien complice, Lewis Pratt, n'a également montré aucun signe de la congilater. Tenter de coordonner de leur vengeance contre Dean et Nicolas. Contrairement aux affirmations couvertes de Cassandra de réhabilitation. Les cicatrices sur mon visage disparaîtront, mais le souvenir de sa pulvérisation parfume mes yeux pendant que sa mère rit ne disparaîtra jamais. Je ne pense pas qu'elle soit désolée pour ce qu'elle a fait. Je pense qu'elle est seulement désolée d'avoir été prise. La commission des libérations conditionnelles a délibéré pendant moins de 30 minutes avant de revenir avec leur décision. La demande de libération anticipée de Cassandra a été refusée à l'unanimité avec la recommandation de ne pas être admissible à une autre audience de libération conditionnelle pendant au moins 5 ans. La réaction de Cassandra a été immédiate et violente. Elle a crié à Dean à travers la salle d'audience, l'appelant un menteur et un manipulateur, menaçant de le détruire ainsi que Nicolas quand elle a finalement gagné sa liberté. Son explosion a été enregistrée par les sténographes des tribunaux et a ajouté à son dossier comme preuve d'une instabilité continue et d'une dangerosité. Alors qu'elle était menottée, Dean a ressenti un profond sentiment de satisfaction. Le système juridique avait fonctionné exactement comme il l'avait prévu, garantissant que ses ennemis resteraient en prison pour les années à venir. Mais l'audience de libération conditionnelle n'était que le début de la phase finale. Dean avait passé 2 ans à se préparer à la libération éventuelle de Cassandra, chaque fois que cela